On va maintenant passer la parole au docteur Parent pour la première présentation. S'il te plaît. Là, bonjour, bienvenue. Donc, on va parler de perturbateurs endocriniens. Et on va commencer en fait en rappelant un petit peu le système endocrinien et les hormones. Donc, le système endocrinien, ce sont toutes ces glandes qui sont capables de sécréter des hormones qui vont être libérées dans le sang et qui vont transporter ce message depuis la glande elle-même jusqu'au tissu cible. Donc, vous voyez ici quelques exemples. La thyroïde, par exemple, qui sécrète les hormones thyroïdiennes, le pancréas qui sécrète l'insuline, les ovaires qui sécrètent les œstrogènes, les testicules qui sécrètent la testostérone, les glandes surrénales. Donc toutes ces glandes vont libérer les hormones qui vont être les messagers vers un tissu cible. Et en fait, une grande partie de ces hormones agissent en cascade et sont sous le contrôle d'un grand organisateur qui sont l'hypothalamus et la glande hypophyse. Et vous voyez que l'hypothalamus, il se trouve ici à la base du cerveau et puis il est connecté à l'hypophyse qui est vraiment à la base du cerveau dans une région du crâne qui est extrêmement protégée puisque c'est vraiment une glande qui est vitale. Et vous voyez ici toutes les hormones qui sont sécrétées par l'hypophyse et tous les tissus cibles, donc la glande thyroïde par exemple, de nouveau, les ovaires, la glande mammaire, l'os. Et comment est-ce qu'elles fonctionnent les hormones? On pourra un petit peu les comparer à des clés. Elles ont chacune un cadenas. Et donc elles vont fixer sur le cadenas et être capables d'ouvrir le cadenas. En fait, elles se fixent à des récepteurs qui sont exprimés par les cellules et elles vont transmettre un message à ces cellules et induire une action par la cellule comme une clé va ouvrir un récepteur. On va prendre un exemple ici avec les hormones thyroïdiennes. Donc vous retrouvez de nouveau l'hypothalamus qui libère une hormone qui s'appelle la TRH, qui va stimuler la production de TSH par l'hypophyse. Et la TSH, elle, va stimuler la thyroïde et va dire à la thyroïde de produire les hormones thyroïdiennes. Et les hormones thyroïdiennes vont aller sur toute une série de tissus cibles, le cœur, les nerfs, les os, les muscles par exemple. À quoi servent les hormones thyroïdiennes? Mais voilà un exemple. Ici, en fait, on sait en biologie que la métamorphose du tétard en grenouille dépend des hormones thyroïdiennes. Si vous bloquez les hormones thyroïdiennes d'un tétard, il va devenir un énorme tétard, mais il ne va jamais se transformer en grenouille. Vous voyez ici aussi un exemple chez l'humain. Vous voyez ici un neurone en culture sans hormones thyroïdiennes et puis le même neurone qu'on a mis en présence d'hormones thyroïdiennes. Et vous voyez qu'il est beaucoup plus complexe et beaucoup plus capable finalement de se connecter à d'autres neurones. Et vous imaginez que quand on perturbe la fonction des hormones thyroïdiennes, on peut potentiellement perturber le développement du cerveau. Donc la perturbation endocrinienne, qu'est-ce que c'est? Ce sont tous ces composés chimiques qui sont justement capables d'interférer avec nos hormones et avec les actions des hormones. Et donc si on vient à notre cadenas et à notre clé, donc vous voyez ici l'hormone naturelle qui se fixe à son récepteur, qui est capable d'ouvrir le cadenas, on a deux situations. Soit la situation qu'on a tous expérimentée, vous mettez une clé dans le cadenas et puis vous vous rendez compte qu'elle ne marche pas. Mais vous avez bloqué la clé, donc vous empêchez l'hormone naturelle de faire son action. On peut aussi avoir des substances chimiques qui vont se fixer et qui vont activer le récepteur à la place de l'hormone naturelle et parfois sur des tissus à un moment donné où elles ne sont pas censées agir. Alors c'est un petit peu plus complexe que ça, donc on peut avoir ce dont on vient de parler, la perturbation de l'action des hormones sur leurs récepteurs, mais les hormones elles sont aussi dégradées.
tous les jours dans votre organisme, et certains perturbateurs peuvent modifier la dégradation de ces hormones. Les hormones, elles sont transportées dans le sang par une série de protéines qui va en quelque sorte les conduire vers l'organe cible. Le transport des hormones peut aussi être altéré par certains perturbateurs endocriniens, ou encore c'est la glande elle-même qui va moins bien fonctionner sur l'effet des perturbateurs endocriniens. Si on va au-delà du cadenas, ce qu'on peut aussi avoir, c'est des modifications de la transmission du message à partir du récepteur au sein de la cellule, ou des modifications de la réponse de la cellule à un message de l'hormone. Alors la situation dans laquelle on se trouve pour le moment, elle ressemble à celle-ci. Donc on est exposé pas à un perturbateur, mais à des dizaines de perturbateurs endocriniens de différents types. Et puis vous avez d'autres situations où, suite à un relargage de polluants de façon accidentelle dans les rivières, ou suite à l'utilisation de pesticides de façon très intensive dans certaines régions, comme en Guadeloupe par exemple, où on cultive la banane, mais les gens sont exposés à de très fortes doses d'un perturbateur, en plus de tout ce mélange. Et vous voyez ici, en fait, l'augmentation de la production des produits chimiques depuis les années 70 dans nos pays, en Europe, aux États-Unis, au Japon. Vous voyez cette augmentation très nette. Et parmi ces produits chimiques, on considère pour le moment qu'il y a probablement 1 millier de perturbateurs endocriniens. Et ce que vous voyez aussi, c'est l'augmentation de la production de ces produits chimiques dans les pays émergents. Alors, où sont les perturbateurs endocriniens? On va un petit peu se poser la question en utilisant l'application que vous venez de télécharger. Pour le passer en mode écran. Tu crois F10, tu peux passer. Ah non plus. Ah oui, Wave3, oui. Et comment faire? Non. Non, je pense pas. Oui, bon, parfait là. Alors après, je verrai si j'arrive à trouver. Oui, c'est bon. Oui. D'accord. Donc ici, on va vous demander d'entrer le PIN qui est ici. Voilà. Vous en faites pas, on ne saura pas ce que vous aurez répondu. On ne le regardera pas. Voilà, super, ça marche. Je vais essayer aussi. Je vais peut-être essayer aussi. Bah attends, il arrête. C'est tout des nouveaux, hein, ce qui rentre là. C'est tout des nouveaux, ce qui rentre là. Et surtout quand on s'en trouve les petits cœurs. Oui, oui. Mais c'est vrai que je me suis dit aussi que pour les cours, ça doit être rigolo. Moi, je vais mettre dans les vidéos. Oui, oui, avec les TP, oui.
Ah ben oui, parce qu'en fait, on aurait pu rester connecté. Oui. Du coup, au niveau temps, c'est vrai que... Oui, tu disais pendant que... Oui. Oui, il y a deux moments. Je peux te dire au moment où moi j'ai fini d'utiliser Chaos, puisque ça, à ce moment. Ça reste à ce moment. Alors, donc on va commencer. Il y en a qui s'en vont. Bon, Thomas. Oui. Ah. Oui, c'est ça. Ils vont se Ok, on y va. Bon, on va y aller. Oui. Donc on va commencer. Vous avez vu le choix des noms? Ça va? Donc on va commencer avec les questions. Vous allez voir tout de suite comment ça marche. Donc est-ce que vous avez des perturbateurs endocriniens dans la boîte à pizza? Donc vous répondez oui, c'est rouge, non, c'est bleu. Donc il y en a 154 qui répondent oui et 54 qui répondent non. Donc de fait, il y a des perturbateurs endocriniens dans tout ce qui protège les emballages de type pizza, qui protègent en fait pour éviter toutes les fuites. Mais tout ça, ça contient des perturbateurs endocriniens et le fait que la pizza soit chaude, en effet, favorise le largage des perturbateurs endocriniens. En plus, c'est parfois acide avec les tomates, etc. Donc oui, vous avez des perturbateurs endocriniens dans les boîtes à pizza. Dans les verres, les contenants en verre. Oups, je suis allée trop vite. Donc dans le verre, il n'y a pas de perturbateur endocrinien, c'est une recommandation. Il faut boire dans du verre. Alors dans le saumon maintenant. Donc vous dites oui pour la majorité d'entre vous. Et de fait, dans les poissons, il y a potentiellement des perturbateurs endocriniens, en particulier ceux qui sont au sommet de la chaîne alimentaire, donc les gros poissons, le thon, le saumon, l'espadon. C'est des poissons qu'on recommande de ne manger qu'une fois par semaine, vu leur charge élevée en perturbateurs endocriniens. Ils sont gras et la graisse accumule certains perturbateurs. Les canettes. Oui, ben là pour la grande majorité d'entre vous, vous avez raison. Donc toutes les canettes contiennent des quantités significatives de perturbateurs, en particulier le bisphénol A. Donc plus vous buvez de canettes, plus vous êtes exposé aux perturbateurs. Les produits de beauté. Oui.
Donc ça, les produits de beauté, quand ils contiennent des parabènes en particulier, qui sont des conservateurs, ce sont des perturbateurs endocriniens qui agissent comme des stéroïdes sexuels ou bien parfois qui empêchent l'action des stéroïdes sexuels. Donc faites attention sur les emballages, c'est indiqué, évitez les produits qui contiennent des parabènes. Donc les labellos et autres, toutes les... Oui, c'est juste aussi. Donc c'est une des plus grandes sources. On a fait une étude à Liège où on a demandé aux gens leurs habitudes et plus les gens mettaient du baume pour les lèvres, plus leur concentration dans le sang en perturbateurs endocriniens était élevée. Les parfums, on reste dans le même thème. Donc même chose aussi, les parfums des phtalates qui sont essentiellement des anti-androgènes, donc c'est particulièrement un problème pour les jeunes garçons. Les légumes, c'est un petit peu plus partagé. Mais de fait, l'utilisation des pesticides, les pesticides sont des perturbateurs endocriniens. Le fait de manger bio diminue votre exposition aux perturbateurs, ça c'est clairement montré. Et aussi le fait de manger local et en saison, parce que ce sont des légumes qui nécessitent moins d'utilisation de perturbateurs endocriniens. Alors pour finir avec ceci, combien de produits cosmétiques utilisez-vous par jour? Donc pensez, c'est aussi le dentifrice, le shampoing, les savons. Bon. Alors il y a quand même 20 personnes qui ne se lavent pas. Rappelez-vous qu'on a eu vos noms. Donc 128 qui utilisent entre 1 et 10 produits. Et puis une vingtaine, 11 à 15 ou plus de 15. Et c'est vrai qu'on est rapidement à une bonne dizaine de produits sur la journée. Plus vous utilisez, plus vous utilisez des produits cosmétiques, de nouveau, en termes de nombre, c'est totalement corrélé aux concentrations de perturbateurs endocriniens qu'on va retrouver dans votre sang. On va revenir à la présentation. C'est pas la mienne. Descendre celle-là. Ouais, là. Celle-là, c'est la tienne, je pense. Ah non, c'est la mienne, pardon. Ouais, voilà. Qui se trouve sur son.
Ouais, oui. Donc voilà pour résumer. Les perturbateurs endocriniens, ils sont vraiment partout. Vous voyez qu'ils sont produits par l'industrie, ce sont tous les produits d'incinération, d'isolation, tous les pesticides, herbicides, insecticides, et puis vous les retrouvez dans la maison. Donc, ce sont ces agents plastifiants dont on parlait, les phtalates, le bisphénol A, les retardateurs de flamme qui sont dans vos ordinateurs, par exemple, dans les coussins, dans certains vêtements parfois aussi, les parabènes dans les cosmétiques, et puis aussi les pilules qui se retrouvent dans les eaux usées. Donc, comment est-ce qu'on est exposé? On est exposé par inhalation, donc vous pouvez respirer les perturbateurs endocriniens, essentiellement par ingestion, on les avale. Passage à travers la peau, c'est le cas pour les cosmétiques. Par les veines, quand on a un cathéter, en fait, on est exposé à des concentrations assez élevées de phtalates. Et puis le fœtus, quand il est exposé via sa maman au travers du placenta. Et c'est évidemment une période, si vous vous rappelez, quand on a parlé des hormones thyroïdiennes, c'est une période qui est extrêmement importante pour le développement et qui dépend très fortement des hormones. Et en fait, les premières observations sur les perturbateurs endocriniens, ils proviennent du règne animal. Et l'avantage de ces observations, c'est qu'elles reflètent exactement ce à quoi nous sommes exposés aussi. Donc, par exemple, les alligators en Floride, dans un lac qui avait été exposé par erreur à des PCB, dans lequel on avait relargué des PCB, et les alligators étaient en voie de disparition suite à une diminution de la fertilité, parce que ces perturbateurs empêchaient la fonction normale, justement, des hormones de la reproduction. Alors, on va déjà re-switcher sur Kahoot. J'espère que ça va aller un peu plus vite. Voilà. Et je pense qu'on va le garder comme ça. Oui. Ça a l'air de marcher. Donc, quels sont les enfants les plus intelligents? Ceux qui sont nés en 1970, en 1980, en 1990 ou en 2000? 2001, ça compte aussi. Ah, c'est plus partagé. Merci. Donc c'est franchement partagé. Et en fait, personne n'a raison. On va venir un diaporama. Donc en fait, depuis les années 80, quand on teste les enfants, donc ceux nés dans les années 70, eh bien, on voit une très faible progression du quotient intellectuel. Donc, depuis 1900, le quotient intellectuel ne cessait d'augmenter. Et puis, depuis les années 80, ce n'est plus le cas. Alors, il y a beaucoup de discussions sur la qualité de ces études. Est-ce qu'on teste la même chose? Forcément, vous êtes des générations qui êtes nées avec les ordinateurs plus qu'on ne l'était. Mais la nouvelle, c'est que vos grands-parents étaient les derniers à être plus intelligents que leurs parents. Ça, c'est plus le cas. Et forcément, on se pose la question des effets de l'environnement sur le développement du cerveau. Et vous voyez ici une structure qui est très importante justement pour le fonctionnement du cerveau et pour la mémoire, qui est l'hippocampe. Et donc dans l'hippocampe, la formation de nouveaux neurones, vous la voyez ici. Donc vous voyez des neurones qui naissent dans une région tout à fait particulière, ici, dans la région inférieure du gyrus denté, et qui vont se développer progressivement et former des axones et des dendrites et entrer en connexion les uns avec les autres. Et c'est ça qui supporte votre capacité à mémoriser des événements ou des informations. Et en fait, la formation de cet hippocampe, elle est hautement dépendante des hormones thyroïdiennes. Et les PCB, donc ces produits d'incinération, sont capables en fait de diminuer les taux d'hormones thyroïdiennes dans le sang. Et on s'est posé la question, est-ce que ça a un effet sur la fonction d'hippocampe? Et en fait, vous voyez ici que plus vous êtes exposé in utero, donc pendant la grossesse, à des perturbateurs endocriniens, à ces PCB, plus votre QI est bas et plus vos capacités de mémorisation également sont basses. Alors vous me direz,
4, 6 points, 8 points de QI, c'est pas énorme. Ben, quand on a 142 QI, c'est supportable. Quand on a 92 QI, ça commence à faire une différence. Et en termes de population, ça veut dire que c'est plusieurs millions d'enfants qui souffrent en fait de retard mental, probablement avec une composante environnementale. Et vous voyez ici en fait une étude réalisée au Mexique. On a demandé à des enfants de 4 et 5 ans de dessiner des bonshommes. Et vous voyez ceux qui habitaient plutôt au pied des collines, qui étaient moins pollués, et puis ceux qui habitaient dans la vallée et qui étaient extrêmement contaminés par des pesticides. Vous voyez leur dessin comparé aux enfants du même âge. Et donc ces déficits neuropsychologiques reflètent des possibles altérations des connexions neuronales. Et en fait, on peut reproduire chez le rat ce qu'on observe chez les enfants. Donc, on expose les mères gestantes à un mélange de PCB. Et ce qu'on voit, c'est que les rats apprennent plus difficilement, il leur faut plus longtemps pour retenir dans un labyrinthe où se trouve la nourriture. Vous voyez ici une série de bras. Il y en a un qui contient une récompense et l'animal apprend normalement assez rapidement où se trouve la récompense. Mais après exposition, ils sont beaucoup moins capables de retenir où se trouve la récompense. Et chez ces animaux, de fait, si on les expose aux perturbateurs endocriniens, si on expose leur mère plutôt, vous voyez qu'il y a une accumulation de ces perturbateurs dans le cerveau. Donc de fait, les perturbateurs passent le placenta, placent la barrière hémato-encéphalique et s'accumulent dans le cerveau. Et vous voyez aussi que à 7 jours de vie, il y a une très nette diminution des hormones thyroïdiennes, donc ils sont hypothyroïdiens. Ici, vous voyez, on a des techniques pour visualiser ces nouveaux neurones qui sont formés dans l'hippocampe. Vous voyez ici, ils sont vert fluo. Et on peut enregistrer leur activité électrique. Et naturellement, ce qui se passe, pour simplifier un petit peu, c'est qu'au cours du développement des nouveaux neurones, vous allez avoir une augmentation de l'activité électrique. Ça, c'est ce qui se passe dans des conditions normales. Et en fait, après exposition au mélange de PCB, cette augmentation naturelle de l'activité électrique ne se passe pas du tout de la même façon. Donc, ça pourrait être une illustration de ce qui se passe au niveau de votre hippocampe quand vous êtes exposé aux perturbateurs endocriniens. Une deuxième illustration des effets des perturbateurs sur le cerveau, elle concerne la reproduction et en particulier la puberté, qui est le moment où on va atteindre ses capacités de reproduction. Et en fait, la puberté, elle est sous le contrôle du même système que je vous ai montré tout à l'heure, donc cet hypothalamus ici, et puis l'hypophyse, qui va stimuler la production de la testostérone par le testicule et des œstrogènes, par les ovaires en particulier. Et donc, en fait, ce qu'on voit ici, c'est qu'on a parfois cette idée qu'on est réglé de plus en plus tôt. Ça, c'est pas vrai. Vous le voyez ici pour des études américaines, c'est la même chose en Europe. L'âge des règles, chez les filles, c'est environ 12 ans et demi chez nous. Par contre, ce qu'on voit dans ces études américaines, mais ça se voit aussi en Europe, c'est que l'âge du début de la puberté chez une fille, qui est en fait le développement mammaire, il ne cesse de diminuer. On est maintenant, à partir des années 2010, on est plutôt autour de 9 ans en moyenne. Et donc ça suggère un effet potentiel de l'environnement. Je vais passer un peu plus vite, mais ça vous montre juste qu'on a exactement les mêmes données en Europe. Et voilà une autre illustration où vous voyez ici la probabilité de développer les glandes mammaires au moment de la puberté. Donc en moyenne, vous voyez, dans la population danoise, c'est 9 ans. Et on a étudié ça chez des petites filles qui étaient nées de mamans qui travaillaient dans les serres et donc qui utilisaient beaucoup de pesticides. Dès que les mamans sont enceintes, bien sûr, elles le signalent à leur travail et elles sont écartées, elles n'utilisent plus de pesticides. Mais donc, en général, les 3 premiers mois de la grossesse, elles ont été exposées. Et en fait, les petites filles qui naissent des mamans exposées, uniquement pendant 3 mois, tout en début de grossesse, elles ont une puberté qui commence beaucoup plus tôt, plus d'1 an et demi plus tôt, que celles qui sont nées de mamans qui travaillaient dans les bureaux, dans la même usine. Donc ça suggère des effets de l'environnement et de mélange de perturbateurs endocriniens sur l'installation de la puberté. Et on sait que c'est un effet notamment au niveau du contrôle par l'hypothalamus et l'hypophyse. Alors une dernière illustration ici, c'est celle du bisphénol A. Vous savez, on en a beaucoup parlé. C'était présent notamment dans les biberons. Il est interdit maintenant dans les biberons. Et en fait, c'est une molécule qui a une structure qui ressemble assez aux œstrogènes et qui est capable de se fixer notamment aux récepteurs, aux hormones féminines que sont les œstrogènes.
Et en fait, ce qui a été montré, c'est que quand on expose des rats de nouveau pendant 3 semaines après la naissance, au bisphénol A, à des doses qui sont basses, beaucoup plus basses que celles qui sont considérées comme non dangereuses par les organismes de régulation et de protection de l'environnement. Mais vous voyez que plus tard dans la vie, les animaux qui ont été exposés au bisphénol A vont développer une obésité. Et d'autant plus qu'ils sont exposés à un régime riche en graisse. Donc qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre que d'être exposé même très brièvement à ces perturbateurs endocriniens va augmenter votre risque de développer une obésité. Alors la photo en fait a été modifiée, mais bon, ce qu'on voit en fait, le but c'était de montrer qu'on observe des modifications de nouveau dans cette région de l'hypothalamus, qui est une région qui contrôle votre appétit. Et donc chez le rat ou chez la souris, on peut en effet identifier que les connexions qui contrôlent votre appétit et votre comportement alimentaire ont été modifiées quand on est exposé au bisphénol A pendant quelques semaines autour de la naissance. Alors c'est dia pour vous montrer malgré tout les données de l'OMS avec l'augmentation de l'incidence de l'obésité, et bien sûr l'alimentation et l'exercice physique restent les premiers facteurs influençant l'obésité. Donc, est-ce que le bisphénol A a des effets sur l'organisme en termes en particulier d'obésité? C'est vraiment très difficile à dire. D'une part parce que l'exposition est en général très précoce et on voit les effets beaucoup plus tard dans la vie. Donc si on s'intéresse aux humains, en général on est retraité avant de voir les effets. Et puis vraiment l'effet dépend extrêmement de la dose à laquelle on est exposé et du moment auquel on est exposé. On peut avoir des effets très différents en fonction du moment et en fonction de la dose. Et comme je vous le disais, on n'est pas exposé à une substance, mais on est exposé à des centaines de substances. Vous voyez ici, chaque barre représente une femme enceinte, et vous voyez que les différentes couleurs illustrent différents types de perturbateurs endocriniens. Donc vous voyez que sur cette série de femmes, aucune n'est exposée à rien. Celle qui est exposée au moins de choses, ici, c'est 27 perturbateurs. En général, on se trouve autour de 30-35. C'est un système en 2011 qui était capable de détecter 40 perturbateurs. On est maintenant capable d'en détecter 150 et les femmes sont positives pour 100 à 150 substances. Ça va donc quand on vous dit qu'une substance est non nocive à une dose donnée, ce n'est pas aussi simple que ça parce que de nouveau on n'est pas exposé à une substance mais on est exposé à des dizaines de substances. Et ce qu'on sait en endocrinologie et dans le domaine des perturbateurs endocriniens, c'est que si vous êtes exposé à une substance à une dose qui n'a pas d'effet, plus une autre substance à une dose qui n'a pas d'effet, on n'aura pas une absence d'effet, mais on va avoir un effet qui va apparaître, qui est même parfois potentiel, donc on a un effet qui peut être 3 ou 5 fois plus important que ce qu'on avait prédit. Et puis, c'est aussi un principe qu'on connaît en endocrinologie. Parfois, une très faible concentration d'une hormone peut avoir un effet sur une cible particulière. Et c'est aussi le cas pour des perturbateurs. On peut avoir des effets qui apparaissent pour des doses faibles, alors qu'ils ne sont pas là pour des doses élevées. Et donc les perturbateurs endocriniens, leurs effets sur le cerveau, comme je disais, sont particulièrement nocifs chez le fœtus. Pourquoi? Parce que c'est une période de développement, bien sûr, très importante, et une période qui dépend de façon extrême des hormones, en particulier des stéroïdes sexuels, et vous allez le voir tout à l'heure, mais aussi en termes de programmation de la balance énergétique ou, de nouveau, de l'effet des hormones thyroïdiennes sur le développement du cerveau. Donc c'est une période aussi d'extrême sensibilité aux hormones. À ce moment-là, on est très sensible à de très faibles concentrations d'hormones. Et de nouveau, on est exposé à des mélanges, pas une seule substance. Et on est aussi exposé à d'autres stress parfois, tels qu'un retard de croissance intra-utérin ou le tabac maternel ou d'autres choses. Et donc, vous voyez ici qu'on a calculé le coût, en termes de santé publique, des effets des perturbateurs endocriniens. Et ce qu'on voit, c'est que de loin, le plus grand coût, il est associé aux maladies neurodéveloppementales qui sont causées par les perturbateurs endocriniens. On considère en fait, sur base de la littérature,
que les anomalies causées par les perturbateurs endocriniens sont responsables d'autant de maladies, en termes de nombre de patients, que les maladies congénitales du cerveau ou du cœur réunies. Ce qu'on voit aussi, c'est que les grands responsables, ce sont essentiellement les pesticides. Alors donc pour terminer, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de limiter l'exposition? Vous l'avez compris via les questions. Éviter les bouteilles en plastique, les canettes, les boîtes de conserve, favoriser tout ce qui est contenant en verre. Ne mettez pas vos contenants en plastique dans le micro-ondes. Ça, c'est vraiment le moment quand le plastique chauffe, il va relarguer tout dans vos aliments. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à éviter. Même chose, les contenants en plastique qui deviennent vieux, qui deviennent tout rayés, abîmés, jetez-les. Ils relarguent beaucoup de perturbateurs endocriniens. Les produits frais, bio, locaux, ont moins de pesticides. On a réellement vu une diminution des concentrations de perturbateurs endocriniens dans le sang des gens qui mangent bio. Et puis vous savez aussi que dans toute une série de contenants en plastique, vous avez ces triangles avec un numéro. On ne sait jamais très bien à quoi ça correspond. Mais en tout cas, évitez les 3, 6 et 7, et surtout le 7. Ce sont des composés plastiques qui contiennent des perturbateurs endocriniens. Comme je vous l'ai dit aussi, produits de beauté, évitez les parabènes en tout cas, et limitez le plus possible l'utilisation des cosmétiques. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions.